Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous sommes le jeudi 4 juillet, fête nationale américaine, et donc marché américain fermé à moitié la veille et en totalité aujourd'hui. Mais nous faisons le point néanmoins sur l'actualité de la semaine, depuis la semaine dernière, des marchés qui sont plus agités quand même qu'ils n'ont été et qui ont du mal à se stabiliser, je dirais depuis le fameux mois de mai. Nous faisons le point, nous analysons aussi l'évolution des valeurs. Proposons des stratégies et dans l'émission que vous pouvez consulter sur le lien voisin, les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, nous appliquerons la stratégie. Donc j'ai à mes côtés Christian Ginonac de Gaspal Finance. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, je me suis mis en bleu, blanc, rouge pour les Américains. Voilà, vous fêtez la fête nationale américaine. La fête nationale. Donc l'actualité, premier chapitre, l'actualité. Est-ce qu'il y a un changement de décor, effectivement, depuis ce mois de mai où tous les marchés ont l'air de buter? Europe, avec le Portugal, Chine, Brésil, États-Unis, où on se demande si les bonnes nouvelles font baisser. Est-ce qu'il y a un changement de décor? Il y a certainement un changement de décor, et puis il y a des éléments qui restent toujours les mêmes. Je dirais que l'élément qui centralement dicte les marchés aujourd'hui, ce sont les déclarations et voire les actions des banques centrales. Avec beaucoup de déclarations des deux côtés d'ailleurs de l'Atlantique. Pour le moment, pas beaucoup de mouvements, mais il suffit que l'intention soit là. Donc d'un côté, une Fed américaine qui dit qu'il faut commencer à réfléchir à ce qui se passera quand elle n'injectera pas 85 milliards par mois sur les marchés obligataires. D'autre côté, une banque centrale japonaise qui dit si vous voulez de l'argent, j'en ai, prenez-en et refaites-nous un peu d'économie et de l'inflation. Oui, qui se montre confiante sur son objectif d'inflation de 2%. Ce qui est un langage de banque centrale qui est étonnant. Oui, qui est nouveau. Mais je ne vois pas des Allemands tenir ce langage, mais les Japonais ne sont pas les Allemands. Ils ne sont pas dans la même situation non plus. Et puis enfin, Draghi, qui lui, alors clairement, il est confronté et d'autant plus depuis cette semaine, depuis, comme vous savez, la démission du ministre des Finances. Portugais, un véritable test sur sa stratégie. Il a beaucoup parlé en disant « j'ai les moyens et je les mettrai ». Maintenant, il y a un an. Chiche. Maintenant, un peu chiche. Il y a un an, fin juillet, il avait mis fin à la spéculation en disant « je suis là, je ferai ce qu'il faut ». Là, hier, les taux à 10 ans sur le Portugal ont atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis presque un an, de plus de 8%, qui est considéré comme un seuil qui fait qu'un pays ne peut pas s'en sortir aujourd'hui avec des déficits et des taux à 8%. Donc, M. Draghi, il a aussi le problème qu'en ce moment, la cour de Karlsruhe a pas une enquête, mais en tout cas doit rendre son verdict pour savoir si elle étudie, en tout les cas, achats par M. Draghi, par la BCE, d'obligations d'emprunt d'État des pays de la zone euro est constitutionnel ou non au regard de la Constitution de l'Allemagne. Donc il est pris d'un côté par ce procès, entre guillemets. Oui, pas de faire de provocation à 3 mois des élections allemandes en plus. Si, il y a les élections en Allemagne, on attend le verdict, mais manque de chance. Mais je ne pense pas que c'est pas un manque de chance. Je pense que les marchés ont ciblé exprès cette période en se disant Draghi a les mains liées, il ne peut pas bouger, donc c'est le moment de forcer sur les marchés. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le Portugal, c'est un des bons élèves. Le Portugal, l'Irlande, c'est ceux qui ont obéi, si j'ose dire, aux injonctions venues d'en haut, et c'est lui qui flanche. C'est lui qui flanche. C'est intéressant de savoir toutes les raisons qui sont derrière cette démission, et le fait que le ministre des Affaires étrangères démissionne également, parce qu'il faut savoir que le gouvernement portugais, aujourd'hui, c'est une coalition, que cette coalition risque d'éclater, que l'éclatement de cette coalition, sous la pression du fait que les mesures d'austérité sont de moins en moins acceptées par les Portugais, qui ont quand même, c'est quand même leur 3e année de récession, etc. Il y a un chômage qui est élevé, enfin on connaît le schéma. Et donc, si jamais il n'y avait plus de cohésion au niveau du gouvernement,
la Troïka, le FMI, la Banque centrale européenne se retrouveraient face à un vide politique du gouvernement. Donc le pire n'est jamais sûr. Donc mais le ministère de la Parole, il va bien falloir qu'il passe un peu aux actes. Alors simplement pour dire, j'aurais envie de vous donner rendez-vous cet après-midi à partir de 14h, puisqu'on aura la conférence de presse. Il n'est pas mauvais à l'oral, comme on a vu. Alors aux États-Unis, comme vous avez dit, c'est l'inverse. Est-ce qu'on est rentré dans les fameux scénarios où toutes les bonnes nouvelles économiques sont sanctionnées par les marchés parce qu'ils ont peur, effectivement, non pas de relèvement des taux, on n'en est quand même pas là, mais de moins d'injections? Ce qui serait logique, quelque part, c'est que les anticipations de hausse des taux qui ont déjà fait fortement monter les emprunts d'État des États-Unis, cette logique de hausse des taux n'est pas liée à une renaissance de l'inflation, c'est lié à un retour vers la croissance de l'économie. Oui, le baisse de chômage, etc. Donc, ce qui est plutôt sain, quelque part. Donc, s'il y aurait une conséquence à tirer de cela, ça serait plutôt un soutien pour les marchés actions et malheureusement un pilier un peu moins solide pour les marchés obligataires. Et si on pourrait s'attendre dans les prochains mois à un transfert d'argent entre les marchés obligataires le fameux grand arbitrage, et les marchés actions. Donc pas d'inquiétude. Alors, pas d'inquiétude sur les actions. Dernier point pas d'inquiétude sur les actions, j'ai bien compris. L'obligation. Dernier point du changement de décor, la Chine qui révise quand même à la baisse ses taux de croissance, le Brésil qui, lui, voit le modèle à deux vitesses de tous ces pays-là, une population qui est au niveau, je dirais, occidental et une population qui ne l'est pas. Est-ce que là aussi, c'est inquiétant? Parce que c'est 2 milliards de gens déjà, là, presque, dont on parle. C'est à la fois inquiétant et à la fois, on est dans un cycle assez logique. Des pays qui ont des fortes croissances, ça s'accompagne de mesures sociales, d'un bouleversement de la société qui peut entraîner par moments c'est pas un processus lent et continu, c'est un processus assez brutal, surtout en Chine, où il y a des taux de croissance de 7, 8, 9%. Et donc, tout ça. Donc, ce qu'on voit au Brésil, quelque part, c'est un petit peu comme... Ça se voit mieux au Brésil probablement qu'en Chine, où ça doit exister, mais comme c'est un pays qui est totalitaire, évidemment, c'est mieux tenu. La Chine, c'est mieux tenu, oui. Bien, taux d'intérêt, vous en avez dit un mot. Est-ce que ce mouvement de hausse des taux longs, c'est-à-dire de portification de la courbe, comme on dit, aux États-Unis, ou même sur des pays comme la France, est-ce que ça anticipe bien ce qui va venir, ou est-ce qu'il y a encore à perdre? Alors, nous, en France, on a une situation qui est très différente des États-Unis, parce qu'on ne voit pas encore la croissance. Non. Alors, quoique, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les PMI, qui sont des indicateurs précurseurs de la croissance, s'orientent un petit peu mieux en Europe. Oui, c'est ce qu'on sent, même le discours des chefs d'entreprise. Ils n'osent pas dire que ça va bien, mais ils disent que ça va moins mal. En fait, ça va un peu mieux. Ce qui fait d'ailleurs que sur les marchés ces dernières semaines, ce sont les titres les plus cycliques qui ont le mieux profité Donc sur les taux, vous disiez aux États-Unis, il y a quand même la crainte que finalement on injecte moins déjà dans les obligations et que ça fasse remonter les taux. En Europe, où le cas est très particulier, puisqu'on a des taux allemands très bas, des taux français relativement bas, et puis c'est un peu compliqué. Très, très, très bas. Mais globalement, il ne serait pas logique que les taux montent en Europe tant que la reprise n'est pas là. Donc on n'y est pas. Attention, sauf ce qui va se passer cet après-midi et peut-être dans les prochaines semaines, la peur, s'il y a des nouvelles tensions sur les pays périphériques. La peur, mais bon. La peur, ouais. Bien, deuxième chapitre, actualité des valeurs. Donc, le carnet de commandes de ADS n'a jamais été à un niveau pareil. Donc le Bourget s'est clos, mais ça continue à tomber. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Ils ont une très belle gamme. On a un champion français et on a des sous-traitants qui d'ailleurs sous-traitent aussi pour Boeing, qui sont des champions. Ils sont aussi des champions. C'est une industrie qui est formidable. Dans le secteur, vous joueriez quoi? Énormément. Si on regarde en France, EDS est entouré, comme vous disiez, d'équipementiers de grande qualité, comme Zodiac, comme Safran, pour ne citer que les deux plus grands, qui vivent, qui se nourrissent de ce carnet de commandes qui va entrer en production, etc. Alors ensuite, là, quand on engrange des commandes, comme chez EDS ou chez les équipementiers en général, ensuite, le problème, c'est de remplir ces commandes
et que ça laisse une marge. Voilà. Alors, on tout peut le même prendre des problème. commandes, mais si on a trop tiré sur les prix, donc souvent en bourse, je mets en garde nos amis, c'est l'équipementier, le cours est très soutenu pendant les périodes où le carnet de commandes est en croissance. Oui. Il faut se méfier ensuite des résultats quand on commence la production. Donc, une fois de plus, acheter Les la marges la nouvelle et un peu C'est un peu vendre ça. la réalisation. C'est un peu ça. Bien, Souvenons-nous d'Alstom qui oui, avait un carnet de commandes formidable et qui a failli déposer son bilan. Voilà. Vallourec est un titre que vous-même avez beaucoup recommandé, qui a très très bien marché. Alors il est dans une plainte antitrust aux États-Unis. Il a quelque chose à gagner là-dedans? Ben oui, puisqu'il vient de construire une grosse usine aux États-Unis, qui, comme vous le savez, est grosse consommatrice de tubes avec le pétrole et le gaz de schiste. Donc les Américains là protègent leur industrie. Donc Vallourec devrait Vallourec, bénéficier. Le seul problème qu'on a, c'est l'exposition brésilienne peut-être aujourd'hui. Oui, et encore, je ne suis pas sûr que les manifestations dans la rue changent les perspectives pétrolières. Pour aller chercher du pétrole sous la mer, oui. Oui, on va chercher du pétrole sous la mer. Bien, alors justement, GDF, Suez annonce qu'il veut vendre une partie de ses énergies renouvelables. Est-ce que c'est la fin de cette mode du fait en fait du gaz de schiste, quoi, pour être très clair, du fait de la baisse des prix de l'énergie dans le monde? Enfin, dans le cas de GDF Suez, je crois que le problème est un petit peu différent, c'est qu'ils ont besoin de se désendetter. Oui, bah, toujours. Ça, et donc, les parcs d'éoliennes, ce sont des entités dont les flux de cash flow oui, c'est sont un immeuble. assez C'est un immeuble. prévisibles. On a construit l'immeuble maintenant. C'est un peu ça. Oui, oui. Et vous avez remarqué qu'ils veulent céder, mais garder une partie. Et deuxièmement, ils veulent garder l'entretien. Et la gestion. Donc c'est faire participer à des investisseurs long terme à un projet qui fait vraiment partie de leur cœur de métier. Alors, toujours l'actualité, le fonds stratégique de participation est rentré dans Arkema et Suez. Les deux valeurs ont baissé. Oui, ça, j'ai pas la réponse. Bon. Alors, on a un actionnaire stable, donc c'est déjà pas une mauvaise nouvelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas vu d'annonce de vendeurs. Oui. Alors, s'ils ont acheté sur le marché, peut-être que ça a soutenu les cours et que quand ils arrêtent d'acheter... Alors, actualité bancaire, là, dégradation du Crédit Suisse, de Barclays, de Deutsche Bank par Standard & Poor's. Est-ce qu'on est reparti dans un cycle où toutes les banques, l'une après l'autre, vont se faire un peu... Oui, ce qu'on voit pour ces banques, c'est que ce sont des banques dans lesquelles la banque d'investissement joue un rôle qui est important. Or, les règles de fonds propres, les règles de gouvernance de cette activité ne sont pas encore bien établies, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on craint que ces banques soient obligées de mettre plus de capital en face de ces activités, et donc les actionnaires seraient pénalisés par dilution ou moindre perception de dividendes. Les banques françaises, vous avez recommandé dans cette émission Natixis, qui est pratiquement le meilleur conseil d'ailleurs du premier semestre. Merci. Vous n'êtes pas inquiet sur les banques françaises en général? Non, je ne suis pas inquiet. Simplement, ce que je pense, c'est que les incertitudes qui continuent à peser sur la réglementation et sur l'ajustement entre les pays anglo-saxons et l'Europe, qui ont du mal à se faire, pèsent naturellement sur les banques. Bon, encore une ou deux. France Télécom s'appelle Orange, c'est la fin du purgatoire après des années ou pas? J'espère pour eux. Vous espérez pour eux. J'ai une question de OSS 117. Faut-il acheter de la FNAC? Faut-il acheter de la FNAC? Écoutez, très franchement, j'ai du mal à recommander la FNAC, pas parce que c'est pas une banque une société bien dirigée, mais parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Virgin, etc., on voit que c'est très difficile. Alors, il y a un moment où, si le cours est à la casse, des investisseurs un peu entreprenants pourront s'y intéresser. Mais laissons un petit peu le cours. Alors, en revanche, la maison mère qui vend, donc Kering, ex-PPR, vend la FNAC et pratiquement vendu sa VPC. Donc, ce recentrage, il ne restera plus que Puma. En dehors du luxe, c'est quelque chose qui... est-ce que Puma, c'est du luxe? Alors, à un moment, il disait que c'était du luxe. Ce sont des biens de consommation. Voilà, ce sont des biens de consommation. Est-ce que Nike ou Adidas, c'est du luxe? Je ne sais pas. Oui, ça, c'est... C'est-à-dire que
au niveau de Puma, ils ont essayé de se positionner un peu comme une marque, être la marque de luxe du sport, voilà. Avec des chaussures flamboyantes. Non, mais donc est-ce que ce recentrage, c'est une bonne nouvelle? Ça peut mériter un rattrapage des ratios par rapport à LVMH, par rapport à Richemont, etc. Il y a déjà une partie des codes de diversité d'activité qui est rattrapée. Maintenant, de l'autre côté, il y a un facteur qui pèse un peu en ce moment sur les valeurs du luxe, qui est, comme vous le disiez, le fait que la Chine, l'Inde, le Brésil rencontrent une croissance moins forte et donc une moins grande création de richesse qui pourrait peser sur les ventes sur l'ensemble du futures. secteur, d'ailleurs. Dernier point, ADP, l'État est sorti, ça vous inspire quoi? Ils sont sortis un peu, parce que je ne voudrais pas ranimer les polémiques, mais notre État a besoin d'argent en ce moment. C'est une bonne remarque. Alors, et l'État reste majoritaire. Donc, Et l'État reste majoritaire. Les variations de la semaine. Alors, les hausses de la semaine sont dans le secteur automobile, Faurecia, Valeo, FFP, Peugeot, Renault. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est clairement le fait que la bourse commence peut-être à vouloir jouer le cycle de reprise en Europe. Quand on regarde, comme on disait, les indicateurs PMI, on voit un certain infléchissement en tout cas. Si c'est le cas, il faut vendre les valeurs dites défensives qui ont joué un rôle formidable ces derniers temps et se remettre sur des valeurs qu'on n'a pas envie d'acheter naturellement parce que leurs résultats immédiats sont très mauvais. Mais qui, si dans un an, se remettent à gagner de l'argent, comme prenons l'exemple des automobiles. C'est des valeurs de point mort, donc ça va très vite. Ça va très vite dans l'autre sens. Ça va très vite. Et donc je pense que... Et vous êtes plutôt sur les équipementiers, là aussi, sur Faurecia par exemple C'est-à-dire que vous prenez moins de risques sur Faurecia que sur Peugeot, parce que Faurecia, ça fournit beaucoup aussi Volkswagen, BMW, Mercedes, etc. On ne prend pas le risque de marque, on va dire. Alors, parmi les baisses, j'en cite qu'une, Casino qui perd presque 5% sur la semaine. Comme vous savez, plus de la moitié du résultat opérationnel de Casino est réalisé au Brésil. Donc on a peur d'émeutes, on a peur de... Oui, quand il y a des émeutes, la grande distribution est en tête de gondole. C'est pas très bon. Bien. Même si on a besoin de manger tous les jours. Dernier chapitre, gestion. Alors, dans les concepts du semestre, puisqu'on est quand même au début du second semestre, il y a eu une réapparition des OPA, y compris sur des valeurs moyennes. Surtout sur les valeurs moyennes, en tout cas sur le marché français. Vous avez un fonds, vous, qui essaye d'être placé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept? Ce que je pense, c'est que lorsque la croissance des sociétés difficiles à générer en interne, parce qu'elles sont portées, notamment celles qui sont très actives en Europe, par une économie qui est faible. Celles qui se sont désendettées, qui ont des capacités d'investissement, c'est tentant de racheter un concurrent plutôt que d'essayer de construire. Alors on a eu aussi beaucoup de rachats, on va dire, entre guillemets, internes. Oneo, GFI, GFI, le club, c'est des rachats presque internes. C'est des actionnaires qui se renforcent. Hein. Oui, c'est des actionnaires qui se renforcent plutôt qu'un tiers qui prend une participation. Voilà. Vous avez entièrement Mais ça reste raison. un concept que vous travaillez. Sauf sur Osiatis, où là, l'opération avec... Econocom est clairement Econocom qui veut se renforcer dans le service. Donc, par rapport à son c'est quelque chose que vous suivez toujours. C'est quelque chose qu'on suit et on espère en tirer quelques profits. Prenez l'exemple d'Osiatis. Lorsque l'opération a été annoncée, le cours a pris plus de 50%. Bien. Parce que beaucoup de ces valeurs, sont décotées en ce moment. Est-ce que c'est la fin, alors je reviens au début du changement de décor, est-ce que c'est la fin des grandes valeurs de croissance qui ont surfé sur les nouveaux riches de tous les pays, donc qu'on a très bien payé, L'Oréal, Essilor, LVMH, etc. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que LVMH qui perd 15% en un mois, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, sauf dans les périodes de crack? Vous pouvez avoir deux attitudes par rapport à ça. Vous avez une attitude d'investisseur long terme. C'est plutôt le moment d'en profiter. Et pour un investisseur long terme, un portefeuille structuré autour de ce type de valeurs traverse les... On dit le portefeuille des grands-mères qui a du L'Oréal et du Nestlé. Voilà. Donc du L'Oréal, du Nestlé, de l'Air Liquide, etc. Du Bureau Veritas aussi, de l'Essilor, enfin bref. Bon, maintenant,
toutes ces valeurs subissent à un moment donné des interactions de l'environnement. On a parlé du luxe. On peut parler des problèmes qui peuvent se passer, par exemple, en ce moment en Chine pour Danone, où les Chinois cherchent des problèmes sur le... Maintenant, Nestlé est également touché. Le lait en Chine, ça ne porte pas bonheur à Danone. Ça, c'est sûr. Non, c'est plutôt une réédition de vieux soucis. Donc, aujourd'hui, comme on disait, les boursiers commencent à se demander s'il n'y a pas un frémissement en Europe. S'il y a un frémissement en Europe, les valeurs pas chères, ce n'est pas celles-là. Oui. Ce sont les valeurs décotées, comme on disait, les valeurs cycliques, fortement cycliques. Court terme, l'automobile, court terme, on a le temps, et long terme, on ne perd pas quand on a ces valeurs-là. Juste un dernier mot, toujours en gestion. L'or, les matières premières, c'est un couteau qui tombe, il ne faut pas essayer de rattraper. C'est compliqué. D'abord, il faut voir quelle matière première. Oui. Il y en a une qui se maintient très bien, c'est le pétrole. Oui, c'est même presque curieux, avec une croissance mondiale qui atone. Oui, avec des émergents qui corrigent un peu. Ouais, le pétrole se tient bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de la Syrie, est-ce que c'est à cause de l'Iran? Oui, maintenant il y a l'Égypte, quoi. Oui, il y en a. Et puis aussi le fait que l'Amérique devient un producteur de pétrole. Donc, si je mets à part le pétrole, toutes les matières premières, les métaux, etc., ont baissé. Une grande partie, à mon avis, on peut attribuer à la plus faible croissance en Chine, qui est le dévoreur de matières premières. Alors ça a des conséquences ensuite sur le dollar australien, le dollar canadien, la bourse australienne, etc. Et sur les grandes valeurs minières, comme Rio Tinto, etc. Qui morflent aussi. Donc aujourd'hui, je trouve que la visibilité en Chine, notamment, est un peu faible pour pouvoir se repositionner sur les mines. Ce sera le mot de la fin. Christian Gignola, merci. Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous pour les conseils précis de l'analyse donnée par Christian Gignola sur le même site en cliquant sur le lien voisin.